une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis PH Quentin avec moi, Doom Plante. Si vous voulez enregistrer votre podcast au Studio SF, formule clé en main où est-ce que vous n'avez qu'à penser à votre contenu, où est-ce qu'on s'occupe du matériel et de la technique, c'est possible parce qu'on loue le Studio SF. Yeah. Si vous voulez plus d'informations sur la location du studio parce que vous avez un projet ou vous avez un podcast que vous voulez amener à un next level, vous n'avez qu'à écrire au sansfiltrepodcast@gmail.com. Sinon, très excité de notre invité cette semaine. Là. Cette semaine, c'était un immense plaisir de recevoir l'auteur que j'adore, David Goudreau. Et juste avant qu'on s'en parle un petit peu plus, on va aller remercier, voir nos commanditaires de la semaine. Le podcast de cette semaine est présenté par Flip & Pick. Flip & Pick, c'est une nouvelle application qui se trouve être un réseau social pour encourager les commerces locaux. Vous le savez, depuis le début de la pandémie, on a appris que le commerce local, c'était quelque chose de fragile, quelque chose qu'il fallait entretenir, qu'il fallait encourager. C'est exactement la mission de Flip & Pick. En fait, comment ça se passe, c'est que vous vous abonnez sur Flip & Pick, vous donnez l'application, vous créez un compte et ensuite, vous pouvez partager tous vos coups de cœur commerces locaux. Fait que, par exemple, moi, je vais prendre un petit café à Verdun, je prends une photo, je tag le commerce et tout le monde qui suit mon compte sur Flip & Pick peut découvrir ce petit café-là local que je veux qu'on encourage. Et vice-versa, si vous avez des amis ou des proches ou des connaissances ou même n'importe qui que vous voulez suivre, des connaisseurs du commerce locaux, vous vous abonnez à leur compte et vous pouvez découvrir des nouveaux commerces locaux par leur entremise. Qu'est-ce que ça nous donne de faire ça, Dom? Quand on partage nos coups de cœur sur Flip & Pick, on accumule des points Flip Social. Puis ça, ces points-là, c'est super le fun parce qu'on les échange quand on en a assez accumulé contre des offres exclusives. Donc, ça peut être des gratuités chez nos commerces locaux, justement pour découvrir encore plus de commerces locaux. On a un code promo, c'est SF Local. Donc, vous vous inscrivez et vous rentrez ce code promo-là, vous avez déjà 10 000 points Flip Social. C'est beaucoup, 10 000. Là. Puis à 15 000, vous avez déjà accès à des offres exclusives. Donc, c'est super le fun. Puis encore une fois, ça encourage le commerce local et c'est super important. Yes, fait qu'allez downloader l'application et commencer dès aujourd'hui à encourager le commerce local. Merci, yeah. Flip & Pick. Le podcast de cette semaine est présenté par nos amis chez Polysleep. Moi, je suis quelqu'un qui est allergique dans la vie. Je suis allergique aux chats, aux chiens, aux cochons, à la poussière, mais aussi aux acariens. Puis en ce moment, vous le savez, c'est la saison des allergies. Qui dit printemps dit petit nez qui coule. On n'a pas besoin de s'ajouter à ça des allergies qui sont pas nécessaires. Dom, tu sais-tu que ton matelas, durant toute sa vie, peut peser jusqu'à 2 fois son poids en bactéries et en acariens? Je suis terrassé par ce fait. Mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Pour vrai, c'est hideux de penser à ça. Puis je sais pas si vous avez déjà vu un acarien par microscope. Là, il y a des photos de ça. Il a l'air de ce que Dom fait en ce moment. Là. Fait que c'est dégueulasse de dormir là-dessus. Puis qu'est-ce que Polysleep nous offre pour lutter contre ça? Là? La mousse avec laquelle votre matelas est fait est antimicrobienne. Donc, fini l'accumulation de microbes, de bactéries dans votre matelas. Puis en plus, ça prolonge considérablement la durée de vie de votre matelas. Donc, ça vaut vraiment la peine. Fun fact, moi, quand j'étais jeune, aussi, j'avais toujours le nez bouché. J'ai fait des tests d'allergie allergique aux acariens. Fait que faut faire attention à ça. Ça peut nuire votre qualité de votre sommeil. Puis ça, là, on niaise pas avec ça. C'est très important. On a un code promo. Yes. C'est SF25 pour 25% de rabais du 13 avril au 26 avril. Alors, faites vite. Le sommeil, c'est important. Alors, on s'achète un matelas, on s'achète un oreiller. Let's go! Tout à fait. Merci la gang chez Polysleep. Yeah. Ouais, fait que David Goudreau. Super belle conversation qu'on vient d'avoir avec David Goudreau. On a parlé de ses œuvres. Moi, j'ai lu La bête à sa mère. PH a lu, comment il s'appelle son dernier? Ta mort à moi. Ta mort à moi. 2 romans qui sont vraiment excellents. On a tous les deux adoré. On a toujours trippé sur... en fait, depuis que je connais cet auteur, je l'aime beaucoup. Mm-hmm. C'est un auteur que beaucoup d'entre vous nous ont proposé aussi de recevoir. En fait, c'est grâce à vous si on le reçoit aujourd'hui. Poète, Slammer vient de lancer aussi un nouveau disque. Nouveau matériel. Qui est plus là. Qui est rendu l'autre bord. Alors, David Goudreau, vraiment un réel plaisir. Un homme super intelligent, un homme qui parsème son discours de citations de grands auteurs, qui a une réflexion super évoluée sur tout plein de sujets, autant sur l'art, sur son art, que sur notre société, qui visiblement réfléchit justement le monde qui nous habite, qu'on habite en fait.
Ouais, puis en fait, tu sais, des fois, il y a des invités comme ça qui sont vraiment faciles à recevoir en podcast. Puis David, c'est vraiment un excellent exemple parce que on avait une conversation qui coulait vraiment, vraiment très bien. Vous allez voir, c'est un moulin à parole extraordinaire, un homme de beaucoup de mots, mais de beaucoup de mots extrêmement pertinents. Fait que on espère que vous allez aimer la conversation autant que nous. Si vous aimez la conversation, la meilleure chose que vous pouvez faire, en fait, c'est partager le podcast à vos amis de vive voix, mais aussi sur les réseaux sociaux. Ça, c'est quelque chose qui est sous-estimé. Un petit partage de Spotify en story, ça fait vraiment son bout de chemin pour nous. Ça nous aide énormément. Puis vous êtes de plus en plus à écouter le Sans Fil podcast. Fait que j'imagine que c'est parce que vous aimez ça. Fait que merci d'être là encore. Sans vous, les amis, on n'aurait pas le podcast. Puis bonne écoute. Bon podcast. Yes, David, merci d'être là. Grand plaisir, merci messieurs. J'ai un peu l'impression d'être au parloir à Bordeaux, mais à part la vitre entre nous, ça fait plaisir d'y être. Ouais, des contacts humains, là, c'est le genre d'affaire qu'on s'ennuie un peu. Là. Ouais, mais on sent que ça revient tranquillement. Puis là, c'est un peu le danger aussi. Hein. Je pense qu'on s'énerve avec ça, avec le printemps qui arrive, notre soif de terrasse et de rencontres. J'ai l'impression que ça va être de plus en plus difficile d'être docile et de bien respecter toutes les demandes. Voilà. Au pied de la lettre, c'est ça que je cherchais. Voilà. Est-ce que t'es-tu créatif pendant une pandémie comme ça? Comme s'il y en avait plusieurs, tu sais, comme si on avait plusieurs échantillonnages. Moi, je suis plus créatif en épidémie, mais en pandémie, je me débrouille. J'ai comme pas le choix. Moi, j'ai cette espèce de... C'est un beau paradoxe, d'ailleurs, de ma personnalité, parce que je suis quelqu'un plutôt anxieux, en fait, je suis anxieux. Et... je m'expose beaucoup, en fait. C'est comme un mécanisme de défense que j'ai développé pour gérer mon anxiété. C'est de me jamais laisser freiner par ça. Donc, je dis oui à tous les projets qui me tentent, même si parfois ça implique de m'exposer beaucoup, de me retrouver devant des foules ou peu importe. Et je me retrouve donc avec une belle pile de contrats et un beau bucket list de choses à vivre et à faire dans ma vie. Donc, je suis toujours un peu en action. Je mets des choses en place pour m'arrêter par moment, mais je suis quand même quelqu'un qui est beaucoup dans l'action, beaucoup exposé. Puis, je lance des projets. Donc, quand j'ai du temps bonus, comme celui que la pandémie a mis sur ma route, ça m'a permis, entre autres, de mettre plus de temps sur le dernier album, le nouveau matériel. Ça m'a permis d'aller au bout d'un projet pour un livre jeunesse. Ça m'a permis de faire plus de chroniques à la radio. Donc, oui, je suis créatif. Puis, de toute façon, moi, je crois pas tant au syndrome de la page blanche. La page beige, par contre, ça, c'est un danger. Des trucs plates, ça se peut. Quand il est temps d'écrire, j'écris. Je pense que c'est Chuck Close qui avait dit, repris d'ailleurs par Philip Roth, les amateurs attendent l'inspiration, les écrivains écrivent. Fait que moi, je considère vraiment que c'est un travail, c'est un boulot, puis parfois, il faut forcer un peu pour que ça marche. Puis, écoute, Hemingway aussi qui disait facile d'écrire, suffit de se mettre devant une dactylo et de saigner, qui est comme une version plus intense. Et ma préférée, je pense, c'est Richard Brautigan, le poète, qui disait « Pour moi, écrire, c'est comme chier de la vitre. » T'es pas obligé, Richard. Il y a personne qui te demande de faire ça. Exact, sauf qu'il y a quand même il y a une notion de souffrance qui est peut-être trop intense. Moi, c'est pas souffrant d'écrire, mais d'effort, de travail. Donc, c'est cette idée d'attendre l'inspiration. Moi, ça me parle pas tant. On s'intéresse souvent aux routines des gens créatifs ou des génies de leur domaine, soit des grands compositeurs ou des grands écrivains. Toi, t'as-tu trouvé justement ta manière de travail, ta routine pour être productif, justement? Oui, absolument, absolument. Puis j'encourage tous ceux qui ont à faire de la création à la trouver parce que quand il y a plusieurs éléments là-dedans, mais quand tu arrives à avoir ton propre engrenage, ton propre mécanisme, une compréhension des moments où tu es productif, dans quelles circonstances, tu te sauves des heures et des heures de travail. Je pense que la première chose, c'est vraiment découvrir son rythme circadien. Finalement, c'est sa courbe de productivité dans la journée. Et moi, voilà, je suis sur le café encore ce matin. Ça fait 12 ans que j'ai pas consommé. Donc, moi, j'ai découvert que j'étais productif le matin.
Ça a été, une épiphanie parce que je me suis pas levé le matin pendant des années. Ben oui, c'est ça. Quand tu te lèves à 11h le matin, il est fini. Là. Exact. Mais moi, j'ai découvert que plus je commence à écrire tôt, plus je suis efficace. Si je me mets à écrire à 6-7 heures du matin, je peux écrire 10 bonnes pages avant midi, puis ma journée est faite, puis je profite du reste de la journée. Si je commence à midi, je vais avoir de la difficulté à écrire 5 pages. Puis si je commence à 6 heures, là, oublie ça, là, tous les vidéos de chats deviennent intéressants, les pages de mes ex, tout me déconcentre. Donc, moi, c'est le matin que ça se passe. Et l'autre outil de travail que j'ai d'ailleurs sur moi, c'est même pas mis en scène, c'est le fameux dictaphone. Ah ouais? Et ça, c'est aussi un bel outil pour créer des malaises. Tu sais, parfois, en plein milieu d'une conversation au restaurant. Attends une minute. Moi, je sors mon dictaphone, puis là, je note des idées. Tu sais, le monde sont comme, mais qu'est-ce que c'est, man? Tu viens d'un autre siècle. Ben, j'en ai rien à foutre parce que c'est tellement efficace que je le sors un peu n'importe quand pour noter des idées. Je rentre à peu près 150 à 200 entrées par semaine. Là-dessus. Donc, je me mets un dimanche matin ou un samedi matin, je m'installe à l'ordi, je réécoute le dictaphone, puis j'ouvre tous mes dossiers, romans, poésie, chansons, projets, peu importe. Puis, c'est hyper efficace parce que entre le moment où j'ai une idée, au restaurant, dans mon char, peu importe, je la note, et le moment où je la réécoute et que je la réécris, la phrase s'est placée ou l'idée a pris le bord. Ouais, c'est ça. Puis parfois, juste dans le ton où je le dis, je le sais si c'est une bonne idée ou pas, ou si, où est-ce que je pourrais le mettre. Des fois, même, ça change de projet. J'ai une idée, OK, je vais mettre ça dans un recueil de poèmes. Finalement, non, écoute, ça sonne, je vais peut-être plus le mettre dans une chanson. C'est quelque chose de plus près de l'oralité. Donc, pour moi, c'est vraiment les deux éléments, je dirais, de la création, dans mon cas, qui sont les plus efficaces. C'est de ne perdre aucune idée en les notant systématiquement et de me lever tôt pour travailler tôt. Excuse-moi, Dom. En plus, c'est qu'en verbalisant une idée, ça lui donne existence. Là, elle ne fait pas juste passer dans ton esprit, puis que tu y penses activement ou non, elle prend forme. Là. Comme tu disais, la phrase se place, puis c'est une belle façon de voir ça, je trouve. Là. Ben, elle se place, puis elle prend pas de place, paradoxalement. Ouais, exact, c'est que quand tu as une idée puis que tu essaies de la retenir, tu es en train de mobiliser ton esprit, puis à la limite, ta capacité à avoir une nouvelle idée. Parce que, il faut pas que j'oublie ça. Okay, D'ailleurs, pour moi, c'est difficile même de m'arrêter parfois, par exemple, chez la masso, chez le chiro, parce que là, je peux pas sortir mon dictaphone, je suis couché sur le ventre, je suis vulnérable comme une tortue virée à l'envers. Tu parles à ton physio, là. Exact. Puis là, je me dis, OK, faut pas que j'oublie l'idée, Puis dès que le massage est fini ou le traitement, je ramasse mon dictaphone, je note mes idées. Mais... Tu tournes vers le physio, sentiment de vide intense. Tu retournes. Note ça. Mais voilà, donc ça libère aussi l'esprit parce que le nombre de choses qui nous popent dans la tête dans une journée qu'on dit, faut pas oublier. Ben moi, je les note toutes. Donc, après, j'ai l'esprit libéré. On les oublie tout le temps, sinon, là, c'est sûr, on les oublie tout le temps. Puis j'imagine que le fait que ça soit un old school dictaphone versus l'application dictaphone sur un téléphone, c'est un choix conscient, j'imagine. Ben, c'est un choix conscient, premièrement, parce que c'est plus rapide. Sur le téléphone, il faut quand même t'ouvrir ton téléphone, t'aller chercher l'appli. Bon, c'est peut-être une manipulation ou deux de moins, mais quand même. 2 mouvements de doigts. Là. Voilà. Mais surtout, en fait, c'est que j'ose espérer que le jour où je vais me faire buster par la police sur l'autoroute, quelqu'un tombe là-dessus. Je vais pouvoir dire non, mais c'est un dictaphone. Parce que si c'est au téléphone, parce que j'en ai beaucoup, je fais quand même beaucoup de routes, les conférences, les spectacles, tout ça. Fait que je suis souvent sur l'autoroute. Donc, probablement qu'à un moment donné, je vais me faire ramasser parce qu'on va me voir passer avec... mais je sais pas légalement. En fait, il y a peut-être des policiers à l'époque qui pourraient me dire légalement, parce que je pense qu'il y a une espèce de petit trick dans la loi qui dit un appareil électronique ou quelque chose comme ça. Fait que je pense que je serais même pas légal. Finalement, j'ai pas tant d'idées sur l'autoroute. Comme je disais tantôt, je n'utilise jamais mon dictaphone au volant. Exact. Mais pour vrai, c'est moins dangereux aussi parce que je le prends, c'est un bouton. Puis il n'y a pas d'input qui te revient. Là, tu sais. Exact, c'est ça. Ouais. J'ai pas le temps de voir les notifications. C'est ça le danger aussi. Là, j'écoutais, c'était Phoebe Bridgers, là, qui est une chanteuse folk américaine, là, qui disait... Justement, elle, quand l'inspiration, le pire frein à son inspiration, c'est son téléphone. Mettons qu'elle s'assoit pour écrire, s'il est pas loin ou si elle se met
à scroller, à checker ça, là, toutes les idées créatives s'envolent, puis il n'y a rien qui se passe. C'est des machines géniales, tu sais, puis je veux surtout pas faire le vieux réac, là, le téléphone, ça a ruiné nos vies, absolument pas. C'est un outil exceptionnel, mais comme n'importe quel outil, tu peux t'en servir pour construire de quoi ou te le péter dans le front comme un imbécile, tu sais. Donc, on peut utiliser le téléphone de façon hyper non productive, mais ça peut aussi être un super bon outil au niveau des communications, ça facilite tout, mais c'est vrai que c'est bien fait parce que y a plein de réseaux sociaux, d'applications qui vont capter ton attention, qui vont te ramener, qui vont te garder sur ton téléphone, puis on peut facilement perdre 1h30, 2 heures, 3 heures dans une journée à zigonner là-dessus. Et d'où l'intérêt parfois aussi quand on écrit, particulièrement des romans, parce qu'il faut voir qu'un roman, c'est un méchant chantier. Tu sais, un recueil de poésie, c'est quand même beaucoup de travail aussi, mais il y a une partie qui mijote plus, que tu es moins dans l'écriture, réécriture, correction. Un roman, tu sais, pour arriver avec 300 pages qui se tiennent, c'est des milliers d'heures de travail. Puis, tout ce qui va couper ton élan, ton souffle, va se ressentir d'une façon ou d'une autre. Moi, je pense que plus tu arrives à sortir, à accoucher ton histoire, ton roman rapidement, plus ça va se tenir. Ça veut pas dire que ça va faire un mauvais roman si tu l'étales dans le temps, mais quand même, il y a une question de souffle qui est là. Puis moi, par exemple, avec la trilogie de La Bête, ça a été un défi littéraire de faire 3 romans en 3 ans. Donc, sortir le premier, ça m'a pris Des bons romans, en plus, je sais pas des... Merci. Ouais, ben, je pense que... Ben là, je te parle pas de la qualité, on parlera de la qualité plus tard que j'ai adoré, mais des gros romans. C'est des œuvres quand même assez volumineuses pour en sortir une par année. Là. Exact. Ben, ça donne un 700 quelques pages en tout, donc ça a été un vrai défi, mais paradoxalement, j'ai l'impression que la qualité, justement, de l'ensemble réside beaucoup sur le fait que je me suis pas arrêté. Quand j'ai terminé le premier, rapidement, j'ai embarqué dans le deuxième, sans savoir, tu sais, puis à chaque fois, c'était un peu en ligne, c'est-à-dire que j'avais pas prévu, même à la base, faire une trilogie. Quand le premier est sorti, on va mettre les mots dans le bonheur, quand le premier est sorti, la réaction a été... bien plus grande que celle que j'espérais, puis que mon éditeur, je pense, aussi espérait. Donc, il y avait une demande. Je me suis dit, il y a une fin ouverte. Est-ce que je fais une suite? Tant qu'à faire une suite, je vais faire une trilogie. Mais je veux pas rester pogné avec ce personnage-là pendant 10 ans. Donc, je le fais 3 en 3 ans. Et finalement, ben, ça m'a permis aussi d'avoir cette espèce de souffle à chaque fois de « OK, je remets tout dedans sans prévoir la fin ». Ça a été anxiogène quand j'étais arrivé au troisième. Je me dit « Bon, ben là, les 2 premiers ont marché, il faut que le troisième se tienne ». Mais vous comprenez, l'idée, c'est de toujours garder cette espèce d'intensité dans l'écriture. Et pendant ces 3 années-là, j'ai pas eu beaucoup de temps à perdre, justement, à me laisser distraire. J'ai fait du rattrapage après sur des séries puis des trucs qui m'ont manqué. Que tu avais entendu parler pendant que tu étais dans ton mode créatif. Tu as entendu parler de Game of Thrones. Tu t'es fait « Ouh! » Je vais peut-être l'écouter. Oui, et à quel point je me suis fait avoir. Non, mais quel final de merde. C'est nul à chier. Non, mais pour vrai. Ça, c'est le résultat direct de la culture du blockbuster puis des codes d'écoute, là. C'est débile. Ouais, il voulait le sortir prendre rapidement. une œuvre magistrale pour faire une merde. Ouais. Puis en même temps, ça te donne raison. Écoute, je prêche pour ma paroisse, mais ça te donne raison à la fameuse phrase que la série ou le film sera jamais aussi bon que le livre, parce qu'ils ont voulu finir la série alors que... le livre n'était pas fini. Ouais, alors que M. Martin n'avait pas fini la série, était occupé à chiller dans les Comic-Con un peu partout dans le monde. Mais peut-être avec un peu de patience, il y aurait eu la fin officielle. Définitivement. Voilà. Puis en tout cas, il paraît qu'il y a un paquet d'enjeux aussi là, au niveau qu'ils devaient travailler sur un autre projet, puis ont un peu bousculé le truc. Mais moi, pour moi, ça, c'est inacceptable d'aller jouer dans la tête de quelqu'un, que ce soit à travers une série, un film, un livre, et d'arriver avec une fin aussi aussi botchée, exact, c'est ça, c'est vraiment le bon terme. On devrait couper la main de tous les auteurs qui finissent par « ce n'était qu'un rêve ». Tu peux pas me faire... Sauf le premier qui l'a fait. Ouais, exact. Sauf la première personne qui l'a fait. Ou quand c'est bien fait, ou qu'il y a une espèce d'ambiguïté, je pense à American Psycho, qui a une genre de finale comme ça, mais c'est amené, il y a un doute, mais c'est ça, il y a quelque chose... Pour vrai, moi, je pense que les créateurs ont une responsabilité envers le public d'offrir une finale qui se tient, qui a de l'allure. Pour moi, c'est primordial. Les gens ont investi tellement de temps, puis d'énergie, puis d'émotion dans ton truc que tu peux pas juste
t'en laver les mains à la fin. Exact. Puis c'est trop facile de lancer des intrigues puis des ficelles. Si tu rattaches rien, tu peux laisser des trucs un peu dans l'ambivalence ouvert, mais il faut que tu aies une chute, il faut qu'il se passe quelque chose à la fin. Parce que sinon, c'est... Mais justement, parlant de films tournés en livre, puis parlant de finale, j'ai fini La Bête à sa mère ce matin même. Oh wow! Puis t'as pas l'air trop traumatisé, c'est bon. Non, ça va, ça va. Je m'en suis remis. J'étais une petite demi-heure en mélancolie, mais après ça, c'est revenu. Puis justement, à la fin, le personnage... Attention, ouais, non, c'est ça. Là. Attention à ce que tu vas dire. Pas de spoiler, là. OK, non, je vais pas dire ça. Essaie de le dire de façon parabolique, en image. Non, mais... Je vais le dire, puis si tu me dis que c'est un spoiler, on le coupera après, OK? Mais le personnage dit, j'espère qu'on... Je cite vraiment très mal, mais il dit quelque chose comme « J'espère qu'on fera un film, quelque chose avec mon histoire ». Est-ce que ça, c'est David Goudreau qui lance ça dans l'univers? Ou... Non, t'as rien divulgué, ça va. En fait... Est-ce que je lance ça dans l'univers? Au moment où je l'ai écrit, non. Pour être honnête, moi, je pensais La Bête, ça allait rejoindre un jeune public, jeune adulte qui tripe sur les trucs un peu trash. Puis je pensais pas que ça allait avoir un si grand retentissement. Puis là, ça va être adapté dans quelques semaines au théâtre, au Trident, entre autres. Puis des gens qui travaillent sur... c'est en développement aussi pour la télé. Donc, ça va au-delà de mes espérances, mais... j'ai l'impression quand même que tous les écrivains espèrent que d'une façon ou d'une autre, leur œuvre va les dépasser, va résonner autrement. Puis c'est pas une question d'ego, c'est juste une question... Le désir d'arriver à quelque chose d'assez fort, d'assez original ou assez en phase avec son temps pour que d'autres personnes aient envie de se l'approprier. C'est une belle appropriation, même pour le théâtre. Moi, j'ai rien eu à voir avec le texte. Puis pour la série de télé, je suis consultant à peine. Je voulais pas avoir les mains dans le cambouis. Je préfère que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse, qui se l'approprie. Mais peut-être que oui, à travers mon personnage, c'était mon désir que j'exprimais. Ça se fait absolument. Puis Ta mort à moi, mon dernier roman aussi, il y a déjà quelqu'un qui a mis une option pour les droits. Puis c'est génial de se dire, OK, c'est une matière première que j'ai créée finalement qui peut servir à autre chose d'un point de vue artistique, qui peut amener un autre type de création ou peu importe. Donc, tant mieux. Puis peut-être que je dis bien des choses à travers mes personnages. J'assume. En tout cas, on espère que ce personnage-là, c'est pas trop toi, parce qu'il est très antipathique et... Non, c'est pas trop très moi. sociopathe. Exact. Mais il y a quand même des... comment je dirais? Je pense que tous les auteurs se retrouvent un peu à travers leur personnage. La Bête, je dirais que c'est plutôt mon antithèse. Tu sais, même, je considère, moi, que c'est des romans engagés dans la mesure où, oui, c'est un criminel, c'est un tout croche, écoute, il est homophobe, misogyne, fédéraliste. Il y a tous les défauts. Mais vous pouvez, à la limite, prendre justement tout ce qu'il dit d'inacceptable. Puis je pense le contraire, c'est une espèce de dénonciation. Il n'y a pas une glorification de cette criminalité-là. Il n'y a personne qui va lire ça et dire « Wow, j'ai hâte d'être un pas bon comme ce gars-là puis de me retrouver dans la merde. » Donc, il y a une espèce de côté, voilà, le reflet négatif de la chose. Mais en même temps, comme j'ai mis en exergue du roman, c'est un dicton que j'aime beaucoup qui dit « Même une horloge cassée donne l'heure juste 2 fois par jour. Et moi, je pense que les gens dans la marge, les gens carrément brisés, les personnes qui ont des grandes difficultés psychologiques ou vont quand même donner leur juste parfois et vont nous renvoyer une vision qui est non seulement valide, légitime, mais qu'il faut écouter. Il y a quelque chose de douloureux dans la dépression, dans les épisodes dépressifs, mais il y a aussi une lucidité dans la dépression. D'ailleurs, j'ai écrit à quelque part que la lucidité est la première cause de dépression. Donc, parfois, cette espèce de regard très cru, très dur sur la vie, il faut l'accueillir aussi. Puis c'est correct qu'il y ait de la littérature de résilience, puis de la guimauve, puis tout ça, puis hop, la joie. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui souffrent profondément, puis qui doivent être représentés dans notre culture, dans notre littérature. Il faut les entendre, il faut les voir, ces gens-là aussi. Puis on se trouve à avoir, de l'empathie pour ce personnage-là, en bout de ligne, parce qu'on voit le monde à travers ses yeux, puis on comprend... en connaissant son histoire, qu'est-ce qui l'a amené, qu'est-ce qui l'a poussé à être de la manière qu'il est. Là, fait que finalement, ça nous fait avoir un regard peut-être justement plus empathique envers des gens qu'on ne comprendrait pas leur comportement si on ne savait pas
d'où il venait. T'as tout compris. T'as tout compris. C'est vraiment je dirais, l'essence du roman. C'est un peu d'humaniser les monstres et non pas de justifier les comportements. Mais il n'y a personne qui naît agresseur, il n'y a personne qui naît tueur. On peut avoir des prédispositions génétiques. C'est sûr, même moi, je trouve ça fascinant que les bébés ont des personnalités. Puis c'est quelque chose d'assez intense. Mais au-delà de son bagage génétique et de sa personnalité de base, on est construit puis on est détruit en cours de route dans nos vies. Et souvent, les grands acting out violents qu'on va avoir envers les autres ou envers soi-même prennent leurs racines dans notre histoire personnelle. Et quand on connaît ça, quand on sait ce que quelqu'un a vécu en amont de sa crise, ben ça l'humanise beaucoup. T'sais. Puis moi, comme travailleur social, parce que c'est d'abord ça ma formation, j'en ai vu des situations où tu te dis, mais ça n'a aucun sens, c'est monstrueux, ou même comment tu peux te mettre dans la merde comme ça, ou des gens pris dans dépendance ou dans des comportements super destructeurs, puis t'as juste envie de le brasser, puis hey, sors-toi de ça. Mais c'est pas si simple. Tu peux pas t'en sortir juste comme ça, puis c'est pas une question de coup de pied dans le cul, puis tu sais, on pourrait partir sur toute la question de la santé mentale, mais on est des êtres très complexes, les humains, puis une fois qu'on a pris certains mauvais plis, c'est très difficile de s'en sortir, et mon personnage, ben, de livre en livre, c'est un peu cette espèce de digne dans la non-résilience, puis qu'est-ce qui se passe quand tu prends toujours la mauvaise décision, puis que tu te retrouves très, très loin, finalement, dans tes déviances. Sur cette question-là, la question des humains qu'on marginalise, mettons, dans notre société par leurs troubles de santé mentale. Mettons, je t'entendais dans une conversation avec William Maguire sur le podcast Association Libre, je pense qu'il s'appelle, puis c'est vraiment une superbe conversation, puis t'as amené une tournure de phrase qui a vraiment résonné, puis je pense que la conversation était autour de priver ces gens-là d'avoir accès au contact humain dans la société, puis toi, t'as viré ça l'autre bord en disant non, c'est plutôt la société qui se prive de ces gens-là, tu sais, par leur unicité, puis ce qu'ils ont à apporter à la conception qu'on a de la vie, puis qu'au final, si t'as une conception différente du milieu dans lequel t'es, ça veut pas dire que c'est pas aussi valable, tu sais. Exact. Fait que cette vision-là, je trouve que c'est super intéressant de pouvoir l'aborder puis la saisir, tu sais, quand tu rencontres des gens qui ont clairement des troubles de santé mentale ou qui ont clairement pas qui répondent pas aux standards qu'on se fait, mettons, là, dans la société. Absolument. C'est très vrai ce que tu amènes. Puis, de l'autre côté, je pense que c'est toute la question de se priver des fous du village. Moi, j'ai l'impression qu'on a moins de fous du village, alors que c'est une méchante belle épice à avoir dans la ville ou dans le village. Tu sais, ces fous-là, ces gens qui pensent autrement. Puis, moi, j'aime bien l'image, tu sais, de dire la personne qui est différente, c'est comme le pouce sur une main. Tu sais, le pouce, c'est celui qui est le plus différent de la gang, mais c'est lui qui permet de saisir. Pas de pouce, tu saisis moins bien, puis à vouloir tout être pareil, puis on perd quelque chose. Et surtout, c'est que la détresse des autres nous fait peur souvent, puis ça va être une espèce de mur où on va se bloquer. Et parfois, quand on prend le temps de regarder derrière ça, on a accès à des histoires incroyables, à des humains parfois même très résilients malgré leur déchéance, malgré leur détresse. Dans cette détresse-là, ils survivent. Après 15 ans à se piquer à l'héroïne à tous les jours, ben, la personne est encore debout sur le coin de la rue à quêter. Ben, Chris, il y a une forme de résilience là-dedans. Oui. Elle ne s'est pas encore suicidée, puis encore un potentiel pour cette personne-là de s'épanouir. Puis peut-être que pour elle, s'épanouir, c'est pas avoir un bungalow à Sainte-Thérèse avec 2 enfants et demi, puis un char dans l'entrée, mais ça va peut-être être d'écrire un bon poème dans un atelier de création avec l'itinéraire. Ça va peut-être être de juste arrêter de consommer ou consommer moins. Ça va peut-être être de renouer avec un ami ou d'aller réparer quelque chose à travers une thérapie, mais il faut pas justement s'éloigner ou éloigner ces gens-là parce que souvent, c'est des histoires fort intéressantes avec des leçons dedans et il faut voir au-dessus de la détresse. Puis, écoute, anecdote vraiment particulière, mais ce matin, je me suis arrêté avant d'arriver ici. J'étais un peu en avance, prendre un café. Puis, juste au coin de la rue, il y a une femme qui, manifestement, probablement un peu en psychose ou en bouffée délirante, mais en tout cas, elle parlait de ça au coin de la rue entre les épisodes de quête qu'elle faisait auprès des voitures. Puis,
à premier abord, moi-même, travailleur social qui a œuvré en santé mentale, j'ai comme saisi parce qu'elle était intense dans son approche. Mais en restant là, puis en la voyant là, à un moment donné, elle s'est marrée toute seule, puis elle parlait avec elle-même ou quelqu'un que moi, je pouvais pas voir. Puis je voyais qu'elle avait un beau sourire, puis qu'elle avait quand même des moments, même édentée, elle avait comme une espèce de côté très lumineux, très, très vivant. Puis, à la limite, je me suis dit, elle met de la vie dans le quartier. C'est sûrement qu'à minuit, 2 heures du matin, ça doit gosser quand t'as crié sur le coin de la rue. Mais sinon, à 10 heures du matin, écoute, c'est correct. Elle a des grands éclats de voix, puis elle mettait de la vie dans ce quartier-là où il n'y avait pas d'enfants, il se passait rien, Donc, les fous du village, faut les garder près de nous, faut leur faire une place. Puis, ils marquent et elles marquent leur milieu. À Sherbrooke, on avait Madame Bou, qui était un classique, qui nous faisait faire le saut à tous les coins de rue. Avant, à Trois-Rivières, je me souviens, la petite Madame en jaune. Tahu, qui est décédée il n'y a pas si longtemps. Moi, ça m'a touché, là. Tahu qui se promenait avec son espèce de gros tricycle, puis Tahu qui saluait tout le monde. C'était un petit sourire dans la journée, mais les 200-300 fois que j'ai vu Tahu, c'est 200-300 fois où j'ai eu une petite pensée attendrie pour un gars qui pourrait pas travailler, qui est peut-être pas dans une démarche de dépassement de soi au quotidien, mais Chris qui a un beau sourire, puis qui est différent, qui amène quelque chose d'autre dans la ville, il amène sa couleur. Fait qu'il faut pas mettre ça de côté. Oui. Ça me fait penser à quelque chose que j'ai pas pensé depuis toujours, là. Mais tu sais, quand j'étais petit, on était plein d'amis dans la rue, puis on jouait tout le temps dans la rue en revenant de l'école, là, vers 4 heures, vers 3-4 heures, on jouait dans la rue. Puis il y avait tout le temps Patrick qui passait. Patrick, c'était un gars, il devait être vingtaine, trentaine, c'est un handicapé mental, puis il habitait encore chez ses parents, plus bas dans la rue. Puis il passait tout le temps à la même heure, il revenait de je sais pas où, là, où est-ce qu'elle est dans le jour, puis il passait là avec sa petite boîte à lunch. Puis là, on avait 7, 8, 9 ans, puis Patrick, on y jasait à chaque fois. « Hey, salut Patrick! » Puis là, il s'arrêtait, il nous jasait un peu, puis continuait sa route, puis on parlait avec lui, puis on était jeunes, on était un peu nono, puis on aimait ça parler avec, mais on se moquait un peu de lui aussi parce qu'on était des jeunes idiots, Mais à un moment donné, Patrick, il a arrêté de passer, Puis on sait pas pourquoi, on sait pas qu'est-ce qui s'est passé, mais Patrick, il a arrêté de passer, puis crime, c'est ennuyé de Patrick. Ah ouais? Il était le fun, puis il amenait quelque chose de différent, puis il amenait... Il était tout le temps de bonne humeur, il était tout le temps fin, il était tout le temps... Puis à un moment donné, Patrick, il disparu. Mais sûrement que vous lui apportiez aussi, tout dépendamment du niveau de moquerie. Non, on n'était pas méchants. T'as pas l'air si badass que ça. Mais je suis convaincu que ça lui apportait quelque chose aussi. Puis à la limite, c'est justement la question qu'on peut se poser. Qu'est-ce qui est important au final? Puis l'humain est un animal social. On a besoin de se définir à travers les autres, dans le regard de l'autre. Malgré tout, on a besoin de créer du lien. Et ces personnes-là, ça nous ramène, je pense, au dénominateur commun. Il y a une espèce de grande soif d'affection, de reconnaissance. Moi, je suis fan des trisomiques. À chaque fois que j'ai eu l'occasion de passer du temps avec eux, c'est des humains merveilleux qui sont vraiment dans la spontanéité. Il y a quelque chose de l'enfance qui survit en eux. Puis des fois, ça ramène à l'essentiel. C'est comme moi qui est en train de m'étourdir avec mes 45 projets puis qui est pogné dans des conflits, peut-être dans des relations, tout ça. Finalement, qu'est-ce qui va me rester à la fin, puis qu'est-ce qui est important? Puis cette personne-là, peut-être, le comprend mieux que moi, à 30 ans, à vouloir donner des bisous à sa mère, puis à se coller sur son petit frère, puis à s'en foutre d'avoir une carrière et de la reconnaissance sociale et tout ça. C'est dans l'instant présent, c'est ici, maintenant, Puis les enfants aussi ont ça. Puis moi, c'est mon meilleur enracinement au monde en ce moment. J'ai une grande de 6 ans puis un petit gars de 4 ans. Puis les deux sont tellement dans l'instant présent que moi, ça me ramène parce que moi, je peux virer fou là, dans le ressentiment puis la colère. Puis ça, je peux flyer longtemps. Puis eux... ils vont vivre une crise incroyable, les chicanes, puis je veux plus jouer avec toi, puis là, c'est comme super intense, puis t'es console, puis OK, on repart, puis on joue. Puis c'est comme, wow, hey, je veux ça, moi, dans ma vie, là. Être capable de passer, là. Déclocher aussi vite que ça, non, moi, je suis toujours dans mes englué, dans les enjeux, puis puis là, on se fait des scénarios, puis on imagine, alors que à l'instant présent,
ben c'est là, puis ces personnes-là, finalement, qu'on voit peu ou pas, que ce soit des gens qui ont des troubles de santé mentale, des troubles cognitifs, des troubles envahissants du développement, ou tout simplement des enfants qui peuvent n'avoir aucun trouble, mais qui sont, eux, encore très connectés à cette idée de l'instant présent, de l'émotif, de la relation. Puis finalement, je pense que c'est ça. T'sais, l'essentiel, c'est un peu cliché de le dire, là, puis c'est pas... de toute façon, ça a été dit à toutes les époques, que ce soit Carpe Diem, YOLO, ou peu importe, mais c'est quand même... Qu'est-ce qui se passe là? C'est là-dessus que tu as du pouvoir, puis c'est ça qui te construit, puis essaye de rester là. Puis si on veut le dire de façon un peu plus hardcore, j'ai un ami à un moment donné qui me disait, tu sais, justement, dans ce côté où on est dans les regrets du passé ou dans les appréhensions pour l'avenir, il disait, tu sais, quand t'as un pied dans le passé puis un pied dans l'avenir, t'es bien placé pour chier sur ton présent. Ouais, c'est vrai. T'as juste besoin de squatter un peu. Tu descends tes culottes puis tu squattes, là. Bon, j'allais pas jusque-là dans l'imagerie. Je te laisse le dossier. Je vais me l'approprier, là. C'est correct. C'est vraiment bon. Mais voilà, Ouais. faut se ramener à ça. C'est ça qui nous reste à faire. Ouais. Quand tu dis que t'es capable de partir loin dans mettons, les conflits puis j'imagine les idées noires, là, de hargne puis de ressentiment envers une situation ou une personne, est-ce que pour toi, l'écriture, ça a été un moyen d'évacuer ça rapidement dans ta vie ou... Ben, l'écriture, pour moi, c'est l'outil qui sert à tout. Là. C'est vraiment autant un côté très ludique. T'sais, j'adore créer. Je pense qu'il n'y a rien qui m'apporte autant de satisfaction que de trouver la bonne phrase, la phrase que je cherchais pour le punchline, pour une chanson, peu importe. Mais ça, c'est vraiment une satisfaction profonde. Et aussi de lire. Pour moi, la littérature, c'est autant d'écrire que de lire. Puis c'est au cœur de ma vie. Puis quand je tombe sur une phrase dans laquelle je me reconnais ou que j'aurais voulu écrire, il y a quelque chose de vraiment satisfaisant là-dedans. Mais au niveau je sais pas à quel point c'est thérapeutique. C'est sûr que ça l'est en partie, mais ça peut pas tout guérir non plus. Ça peut pas tout traiter de nos difficultés. Mais il y a clairement pour moi plusieurs fonctions à l'écriture. Oui, ben premièrement, ça me permet de gagner ma vie puis de nourrir mes enfants, ce qui est pas pire. J'en ai fait un travail. Ouais. L'écriture, c'est quand même au cœur de ma vie professionnelle, mais c'est aussi non seulement une source de plaisir, oui, probablement quelque chose qui me permet de prendre conscience, peut-être plus à travers la poésie. J'ai l'impression, pour moi, les romans, c'est plus mon terrain de jeu où là, vraiment, je suis dans le délai, dans fiction, puis j'essaie de faire réagir le lecteur ou la lectrice, alors qu'en poésie, je suis plus viscéral, c'est plus comme vraiment ce que je ressens, puis à ce moment-là, effectivement, je vais probablement être davantage dans soigner quelque chose, traiter quelque chose. D'un autre côté, je pense pas qu'on change tant que ça. T'sais, on apprend à vivre avec soi, puis on arrive à gérer certains défauts. T'sais, je pense qu'on peut apporter quelques gros changements. T'sais, comme moi, par rapport à la consommation, par exemple. C'était vraiment un gros problème. Puis c'est l'espèce de côté obsessif-compulsif qui est encore là. Donc, le comportement de consommer, ça a été le plus gros changement que j'ai apporté dans ma vie. Puis il y a eu plein de conséquences positives. Mais ce qui m'amenait à consommer, c'est encore là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est quand... l'excès, d'être attiré vers ça. Besoin d'intensité, l'absolu. Puis oui, une espèce de pulsion autodestructrice aussi, puis d'aller chercher une intensité toujours plus grande. Puis, fait qu'il y a un danger là pour moi qui va toujours être là de toute façon. Puis cette espèce de côté, de ressasser le passé, puis tout ça, ben ça m'a servi aussi parce que le fait d'être très dans ma tête et dans mes scénarios, écoute, j'en ai fait un travail, tu sais. J'écris, tu sais. Donc, je renie pas cette facette-là de moi, mais je sais pas à quel point l'écriture va me soigner. Puis à quelque part, j'apprends plutôt à être en paix avec qui je suis, tu sais. C'est comme, OK, il y a des facettes de ma personnalité qui me gossent, puis j'essaie d'amenuiser leur impact dans ma vie au quotidien, mais probablement que ça va être encore là dans 20 ans, dans 40 ans, mais je dirais les bouts les plus destructeurs, j'ai réussi à enlever ça. Donc, c'est déjà pas mal. Là, puis, en lisant La Bête, justement, j'en connaissais beaucoup moins sur toi que maintenant, mettons. Là. Puis, justement, c'est un personnage
avec une enfance super difficile, qui a passé de famille d'accueil en famille d'accueil. Puis on dirait que tu décrivais une réalité, puis j'ai l'impression que c'est une réalité que tu connaissais, là, tu sais. Puis je me disais comment ce gars-là, que je connais pas vraiment, mais que j'ai l'air... Il a pas de l'air, tu sais, de son personnage. Il a l'air si poqué que ça. Comment est-ce qu'il en sait autant? Puis après ça, j'ai su que tu avais travaillé comme travailleur social. Ça fait que j'ai dit, ce genre de personne-là, ce genre de milieu-là, il l'a côtoyé. Mais je savais pas non plus aussi que tu avais eu le problème de dépendance, problème autodestructeur que ton personnage a, tu sais. Puis finalement, ce personnage-là, c'est quasiment un peu la version de toi que tu aurais pu devenir dans le worst-case scenario. Là, exact. Oh, oui, c'est probablement le pire du pire de ce que j'aurais pu être dans un certain cas. Puis d'un autre côté, moi, je revendique le droit à la fiction. Au Québec, puis en littérature occidentale de façon plus large, on est beaucoup dans l'autofiction, on est très près du récit et tout ça, mais moi, je crois encore à la fiction. Au pouvoir de la fiction, je pense qu'on peut se décoller de nos personnages puis vraiment se mettre dans la peau des autres puis créer. Donc, oui, il y a une part très inspirée, il y a une part de fiction aussi. Dans Ta mort à moi, là, on est déjà plus dans la fiction, mais j'ai l'impression que il y a aussi une recherche qui a été faite de façon plus ou moins consciente, c'est-à-dire que ça m'intéresse tout ça, tu sais. Puis le lien à la criminalité, le lien à la détresse psychologique, tout ça, sans nécessairement avoir tout vécu ça, ça m'intéresse. J'ai beaucoup lu là-dessus et j'ai fait des recherches. Je vous raconte une anecdote, un des plus beaux, en fait deux anecdotes qui sont probablement les plus beaux compliments qu'on ait pu me faire comme romancier. Après la sortie du 2e tome, La bête et sa cage, qui se passe en prison à Donnacona, c'est vraiment un huis clos carcéral. Je faisais une petite tournée d'auteurs, conférences et tout. Puis à un moment donné, je me retrouve dans un centre communautaire Montréal-Nord, puis il y a une vingtaine de personnes qui ont lu le livre, puis on discute, tout ça. Puis dans la salle, il y a une femme qui est un peu plus retirée, tu sais, puis vraiment avec du vécu d'en face. Là. Tu vois qu'elle, écoute, elle n'est pas à son premier barbecue de détresse. Là, son premier barbecue de détresse. Puis elle me regarde, puis à la limite... C'est un langage technique de travailleur social. On est invité à son barbecue de détresse. mais tu sais, je vois qu'elle est vraiment intense dans ce qu'elle vit, puis elle me lâche pas du regard. À la limite, c'est intimidant, tu sais. Puis à la fin, bon, les gens viennent me voir, dédicacent les livres, parlent un peu, puis tout. Puis elle arrive juste à la fin, tu sais. Puis j'ai parlé un peu de mon parcours pendant la conférence, puis elle me dit, la première chose, elle arrive devant moi, elle dit « T'as jamais fait de temps? » Je dis non, j'ai pas fait de prison. Elle dit, puis là, elle me dit, écoute, ça m'étonne en tabarnak. Moi, je sors de Joliette, tu sais, j'ai fait 7 ans, puis les filles en dedans, on se passait ton livre, puis on était toutes convaincus que tu avais fait du temps parce que de la manière que tu le décris, c'est ça la réalité, en dedans. Et ça, c'est le plus beau compliment qu'on puisse faire. Puis avec cette femme-là qui j'ai une discussion, un moment en contact avec une bénévole à Joliette, et finalement, j'ai pu aller rencontrer les filles qui ont un club de lecture à la Prison des femmes à Joliette, puis c'est génial, les femmes qui sont impliquées là-dessus. D'ailleurs, il y a une écrivaine qui est là, qui m'a fait lire son manuscrit, qui a vraiment un bon potentiel, puis les filles, ils ont le droit de recevoir un auteur par année. Elles lisent un livre par mois, ils peuvent rencontrer un auteur par année. Ils ont choisi de recevoir cette année-là, j'y suis allé, puis ça a été un moment de grâce incroyable, tu sais, puis les filles ont été shakées par mon livre aussi, puis il y en a qui se reconnaissaient dans le côté impulsif, dans la consommation, il y en a qui s'inquiétaient, ça leur faisait penser à leurs enfants dehors, puis écoute, ça a été une rencontre exceptionnelle, mais en fait, ce que ça m'a dit, c'est que j'avais bien fait mon travail de recherche, parce que c'était réaliste. Ça reste un roman, ça reste de la fiction, mais un bon roman, c'est une espèce d'équilibre entre le délai créatif de fiction et une vraisemblance qui garde un ancrage dans le réel. Et par rapport à ce roman-là en particulier, je pensais que ça allait être le plus beau compliment qu'on pouvait me faire à ce moment-là, mais j'en ai eu un autre encore plus intense. Je vais rencontrer les gars à Donnacona, faire un atelier de création au fédéral à Donnacona. Puis quand j'arrive là, la prof qui m'accueille, elle dit, écoute, on a un petit malaise. On a fait lire La bête à sa mère aux gars en dedans. Ils ont vraiment trippé. Ils ont su que c'était une trilogie. Ils voulaient absolument lire le 2e. Puis le 3e, on a pu leur donner le 3e, mais la direction a refusé qu'ils lisent La bête et sa cage parce que ça se passe à Donnacona et ils trouvaient que c'était trop réaliste. Et c'était la première fois que je mettais les pieds dans cette prison-là. Ça veut dire que de l'extérieur, avec les recherches que j'avais faites, les infos que j'avais eues des agents correctionnels, des détenus avec qui j'ai jasé, j'ai quand même réussi à toucher suffisamment à la réalité de cette prison-là pour que la direction refuse que le livre soit mis dans les mains des gars.
Et ce qui est très drôle, c'est que j'en avais apporté quelques romans. T'as refilé des livres à l'intérieur. Non, mais t'avais des couteaux. J'aurais pas pu faire ça, sinon ils m'auraient pas invité. Mais ce que j'ai fait, pour vrai, c'est que j'ai fait tirer le livre. Les gars, ils ont écrit des poèmes, ils sont venus les lire en avant. Puis ça aussi, c'est toujours des moments assez intenses quand les détenus se mettent les tripes sur la table. Mais j'ai fait tirer la version de La Bête et sa cage. Et le gars qui l'a gagné, ça a été mis dans ses affaires personnelles. Fait que quand il va sortir dans 5, 6, 10 ans, il va ramasser ses jeans, son vieux paquet de cigarettes et La Bête et sa cage. C'est hot. C'est vraiment hot. C'est surréel, on dirait, comme moment, ça. Ouais, c'est toujours exceptionnel parce que c'est un milieu qui est tellement pas naturel. Tu sais, la prison, avoir des gens qui ont un vécu incroyable, qui ont une soif de liberté souvent incroyable, et une autre gang qui sont les agents correctionnels. J'ai des amis agents correctionnels qui me racontent des histoires aussi entre eux. Puis c'est vraiment deux gangs là, qui se rencontrent. Là. Tu sais, il y en a qui sont payés pour surveiller, puis eux autres, ils sont à temps plein à penser quelle niaiserie ils peuvent faire, comment ils peuvent consommer, puis comment ils peuvent sortir de là. Fait que c'est assez tendu. Donc, toi, quand tu débarques de l'extérieur, dans cette partie d'échec constante, ça peut être assez intense, assez particulier. C'est incroyable qu'on pousse ces détenus-là à découvrir justement l'art, la lecture. Peut-être qu'ils le connaissaient déjà, mais qu'on encourage cette facette-là. Je suis certain, je veux avoir fait les recherches que tu as fait, mais je suis certain que ça doit en sauver une coupe pareille, tu sais. De ce contact-là avec l'art. C'est sûr, d'avoir une méchante gang qui n'ont jamais écrit de poème, puis encore moins livrer ça devant un groupe de personnes, puis d'avoir ce contact-là avec la beauté, avec quelque chose de plus grand que la réalité des barreaux de la prison. Là, c'est vraiment quelque chose de fort. Je suis certain que ça a un impact ultra positif. Ouais. Ben oui, puis en fait, j'ai envie de rebondir sur le terme que tu as utilisé, d'avoir un contact avec la beauté. Puis la beauté avec laquelle ils sont en contact, c'est leur propre esprit, c'est leur capacité de création. Parce que c'est pas moi, c'est même pas moi comme TS, puis c'est pas moi comme poète qui va, comment je dirais, leur mettre ça en eux. Ils l'ont, puis moi, je viens comme un peu un agent facilitateur pour leur donner accès. Puis ce qui est révélé, c'est eux, c'est ce qui leur appartient. Puis souvent, ils se découvrent justement un talent. Puis parfois, ça peut être super profond, puis j'ai vu des gars les larmes aux yeux, puis parfois, ça peut être juste drôle, tu sais, il y en a qui font des textes sur la bouffe de la cafétéria ou comment ils vont s'évader, puis tu sais, c'est correct, là, puis ils se découvrent quand même un talent souvent pour l'écriture, parce que c'est un côté, moi, auquel je tiens, de rendre la littérature accessible. Puis je sais que ça peut déranger parfois les puristes et tout, mais moi, je pense que c'est fait pour tout le monde, c'est bon pour tout le monde, que la plupart des gens connaissent la littérature plus qu'ils ne le pensent, puis utilisent des expressions extraites des livres, puis des fois des grands classiques là, de Voltaire ou d'autres. Puis quand tu leur fais prendre conscience que, regarde, il y a déjà de la poésie dans ta vie à travers les expressions que tu utilises, il y a déjà de la littérature dans ton quotidien, puis t'es pas obligé de lire un texte de 500 pages pour être en contact avec la littérature. Trouve un poème que t'aimes, lis-le, apprends-le, intègre-le, puis tu vas avoir de la littérature en toi. Ça va influencer ton écriture, ton style, puis tu vas apparaître à ta manière éventuellement à travers ça. Donc, c'est effectivement de faire émerger la beauté chez le détenu, mais aussi beaucoup avec les ados, puis dans des organismes communautaires. Puis on le voit peu, ça. Il y a eu quand même quelques reportages. Moi, j'ai des projets aussi pour faire rayonner ça un peu, mais il y en a plusieurs au Québec en ce moment qui ont cette vocation-là. Il y a plusieurs poètes qui vont dans les écoles, plusieurs écrivains, plusieurs rappeurs aussi. Hier, j'étais avec Sans Pression, puis il me racontait que lui, il va aussi là, dans les écoles faire écrire du rap à des kids, mais écoute, c'est exceptionnel d'avoir accès à ça. Et mon pote Manu Militari aussi qui fait des conférences et tout ça. Puis pour moi, c'est des poètes avec beaucoup de talent, puis des slameuses aussi qui vont dans les écoles. Donc, peu importe langue qu'on prend, que ce soit par le rap, le slam, la poésie directement, la littérature, mais mettre en contact avec ça, ça peut être le moment
effectivement, qui va faire basculer un jeune dans un désir de création, que ça peut changer sa vie, mais c'est aussi un moment de prise de conscience qu'il y a quelque chose qui s'appelle la littérature québécoise. C'est plus grand que la somme de tous ces auteurs. C'est porté par des générations à travers une histoire littéraire importante et que c'est au cœur de notre identité, au cœur de notre culture. Parce qu'à un moment donné, c'est important de dire défendre notre langue, défendre notre culture, mais défendre quoi? C'est exact. Là, qu'est-ce que tu veux? Là, c'est-tu des Tim Hortons bilingues ou c'est savoir c'est qui les grandes poètes puis les grands écrivains? Puis, donc, ça fait aussi partie de qui on est. Et juste d'aller piquer la curiosité là-dessus, ouvrir une porte, je pense que ça peut faire la différence. Parce que les sportifs dans les écoles, excusez-moi, j'ai oublié qu'il ne fallait pas se mettre la main devant la bouche avec le micro. Donc, les sportifs dans les écoles... Les Ventura qui ferment la porte. Là. Exact. Mais les sportifs dans les écoles sont hyper reconnus, hyper valorisés, puis c'est correct. C'est bien correct. Je suis pas en train de dire qu'il en faut moins, mais je dis qu'il faut aller accoter ça avec la science et la culture. Ouais. Moi, j'en ai fait des centaines d'écoles au Québec, là, des bunkers soviétiques, j'en ai vu un puis un autre. Là, mais quand je rentre dans l'école, en moins de 5 minutes, je peux te dire c'est quoi le nom de l'équipe sportive, dans quoi ils sont bons. C'est qui les professionnels trophées. Qui ont une bannière, qui sont passés par cette école-là. Ouais. Exact. Mais c'est qui vos génies en herbe, c'est qui vos écrivains, c'est qui vos artistes. Il y a des écoles qui les mettent en valeur, puis bravo, mais je pense que ça devrait être généralisé de façon plus grande et qu'on devrait avoir un budget équivalent. Parce que le budget sport, dans certaines écoles, c'est vraiment impressionnant. Puis je connais pas d'écoles qui ont l'équivalent au niveau artistique, qui vont mettre autant d'argent, l'argent que tu mets pour faire un terrain de football, puis acheter de l'équipement. Si tu mettais ça pour avoir des livres neufs dans ta bibliothèque, puis faire venir des écrivains, des écrivaines, tu changerais la vie des jeunes artistes et scientifiques, parce qu'il faudrait faire la même chose au niveau scientifique, de façon hyper significative. Et ultimement, c'est plate à dire, mais dans ta gang de jeunes sportifs qui trippent et qui sont hyper valorisants en ce moment-là, il y en a la moitié d'un qui va avoir une carrière professionnelle moins dans 10 ans. Probablement moins que ça. Exact. Les autres vont avoir des ménisques déchirés, 2-3 commotions cérébrales, puis un beau rêve de jeunesse qui va dormir dans le fond du garde-robe. Alors que celui qui t'intéresse à l'art, peut-être qu'il ne deviendra pas le prochain Régent Ducharme, Anne Hébert ou peu importe, mais il va peut-être travailler dans le milieu de l'édition, il va peut-être publier dans des revues. En tout cas, ça va être dans sa vie probablement plus longtemps de façon plus professionnelle que peut l'être le sport pour tes jeunes sportifs pour qui tu investis des centaines de milliers de dollars, parfois des millions. Tu sais, donc, pour moi, il y a une espèce de non-sens à ça. Pourquoi est-ce que le sport est si développé alors que la littérature, la culture, la science ne l'est pas? Et moi, sincèrement, je ne veux pas me craquer contre les sportifs parce que c'est hyper important, le sport. T'en as deux ex-sportifs devant toi aussi. Une chance que j'ai le plexiglas. Je serais déjà en train de vous gérer. Mais non, c'est ça. Puis c'est important. Puis oui, ça structure la vie. Puis oui, c'est des souvenirs incroyables sur lesquels on peut déployer notre personnalité. Mais moi, je crois qu'on peut en faire autant, sinon plus, avec la littérature, les arts plastiques, les arts visuels, la science, la musique. La musique, ça, il y a quand même certaines écoles où c'est vraiment développé, puis c'est merveilleux. Moi, ma fille est dans une école Sacré-Cœur à Sherbrooke qui est vraiment spécialisée en musique, puis je vois à quel point ça lui ouvre l'esprit, puis bravo, tu sais. Donc, il y a quand même, c'est ça, il y a quand même des programmes, tu sais, sport, art, études. Tu sais, nous autres, à notre école, on était en sport, études, de natation, puis à notre école, il y avait, tu sais, il y avait chant, il y avait théâtre, il y avait guitare, tu sais, des gens qui prenaient toute l'après-midi pour aller faire leur art aussi. Évidemment, il y en avait pas mal moins que le sport. Que le sport. Ouais. Puis, mais c'est déjà bien qu'il ait fait de la place à ça. Là. Ouais. Nous autres, on était les ovnis sportifs qui s'intéressent à l'art, mettons. Là. Puis ça, on était une race plus rare. Des hommes à marier. Parce que, tu sais, moi, justement, après le secondaire, la fois des programmes sport-études, j'étais étudiant en musique, puis là, j'étais étudiant en littérature. Fait qu'on avait ça aussi, puis effectivement, je suis vraiment d'accord avec toi. Le sport, par exemple, moi, de ne pas avoir fait professionnel, de ne pas avoir poussé ça plus loin, c'est vraiment pas un regret pour moi, dans le sens que ce que ça m'a apporté, ce que ça m'a appris, cette rigueur, cette discipline-là, cet investissement-là, ce désir de se surpasser, ce désir de s'améliorer de jour en jour, ça m'est resté. Puis là, je le mets dans
je l'ai mis dans la musique, Ouais. je le mets ici, qu'on est en train de créer dans ce studio-là. Fait que, effectivement, mais c'est des leçons de vie quand tu fais le sport qui te suivent. Je pense absolument. que tout est intersectionnel. Là. Tu sais, à ce niveau-là, j'ai lu Haruki Murakami, il a fait un essai qui s'appelle Autoportrait de l'auteur en coureur de fond. Je sais pas si tu en as entendu parler. Lui, dans le fond, il s'est... pour ceux qui nous écoutent, c'est un auteur japonais super reconnu. Là, puis il s'est intéressé à la course à pied puis au marathon. Tu sais. OK. Puis là, il a réalisé que dans son entraînement pour le marathon, c'est-à-dire à tous les jours, il se lève à 8 heures, il va courir son 15 km, puis il y a un programme d'entraînement vraiment strict qui a réussi à transposer ça dans son écriture. Fait qu'un peu comme on disait tout à l'heure, là, que toi, tu crois pas en la page blanche, là, lui, il se mettait des heures, puis le matin, il avait son cadran, il avait sa routine claire, puis là, il était devant sa page. Puis une autre affaire que je t'entendais dire aussi, que je trouve super intéressant, c'est l'écriture automatique. Puis que s'il est devant sa page, puis qu'il n'y a rien qui sort, il y a quelque chose qui sort. Sort-le pareil. Sort-le pareil. C'est ça. Puis, fait que lui, il a comme pris la rigueur du sport pour le mettre dans l'art. Puis c'est pas nécessairement une adéquation qu'on fait automatiquement, mettons, quand on pense à ça. Puis je trouve que ça fait un bon pont avec ce qu'on disait plus tôt, là, tu sais, de comme essayer d'avoir une structure, tu sais. Absolument. Ben, c'est Lao Tzu qui disait la liberté, c'est la discipline. Quand tu as cette. C'est paradoxal, mais c'est ça quand même. Ouais. Quand tu as une discipline de travail, de vie, ça t'ouvre plein d'autres libertés. Ça te laisse du temps pour autre chose. Ça te permet de t'accomplir et de te libérer l'esprit de ces projets dont tu rêves. Tu sais, moi, c'est triste, mais j'en ai plein, là, des très bons chums, plein de talents qui veulent faire un album, qui veulent faire un livre, veulent faire bien des affaires depuis 10, 15, 20 ans, mais qui... Fais-le. Exact. Fais-le, voilà. Mais qui n'arrive pas à le faire pour un paquet de raisons. Mais la discipline, ton roman, tu n'arriveras pas avec un roman de 300 pages sur le coin de ta table demain matin. Ça va être à coup de 5 pages, puis parfois tu vas flusher 10 pages, puis parfois tu vas devoir en corriger 20 pendant 3 semaines. Mais chaque ligne que tu écris, c'est un pas de plus vers cet objectif-là. Donc oui, la discipline et oui, la question sportive, à la limite, là-dedans. Puis il y a quelque chose de physique même dans l'écriture. Hein. Daniel Laferrière disait, un écrivain, la première chose qu'il doit faire, c'est se trouver un bon fauteuil parce que tu vas passer longtemps puis tu vas travailler dessus. Puis si on fait un lien avec les auteurs japonais, ben tout de suite, Yukio Mishima, qui était un obsédé de l'entraînement, de l'image de soi et tout, mais qui avait aussi cette espèce de rigueur, cette discipline-là. Et moi, j'y crois. Puis je trouve qu'il y a quelque chose d'admirable aussi là-dedans. Oui, tant mieux pour les génies qui arrivent à avoir des fulgurances incroyables. Mais moi, j'ai quand même plus d'admiration pour l'artisan qui se lève chaque matin, puis qui retravaille son texte, puis qui le peaufine et qui vraiment, dans une discipline, une rigueur, va vers son but, vers son œuvre au quotidien. Puis moi, je me reconnais plus là-dedans. Puis c'est pas dans le sens que je trouve ma démarche admirable, mais c'est dans le sens que c'est ce qui m'a inspiré chez les autres et que j'essaie de faire à ma manière. C'est la seule chose sur échelle. laquelle tu as un contrôle aussi. Oui, c'est vrai, parce qu'ultimement, la réaction du monde, tu peux pas contrôler non plus le génie. Là, tu peux travailler avec ce que toi t'as, puis c'est la seule chose que t'as. Puis je dirais même jusqu'à dire que la discipline, puis même le sacrifice t'amène au bonheur, finalement, là, parce que ce sentiment-là de construire quelque chose, de te rapprocher de ton but, de tes rêves, de l'accomplissement personnel, t'amène une satisfaction beaucoup plus grande qu'une satisfaction, mettons, qui serait de plaisir là, instantané, qui est super qui est super le fun, qui est super intense sur le coup, mais que finalement, la somme de tout ça, finalement, est beaucoup plus destructeur que la rigueur, la discipline, puis même justement le sacrifice pour... Après ça, tu regardes, tu prends un pas de recul, puis tu dis, crime, je me sens tellement mieux, tellement plus heureux dans ce cadre-là. D'avoir fait ce que tu avais à faire. Ben oui, c'est ça. Tu sais, quand on tu était... peux trouver un équilibre aussi. C'est correct d'avoir des petits plaisirs. Il ne faut pas juste s'enfermer à journée longue à œuvrer au grand truc. Mais c'est vrai que... À œuvrer, c'est vraiment c'est dans sa tour là, qui œuvre sur son œuvre. Un bon exemple de ça, c'est justement quand on était au programme de secondaire, on nageait, tu sais, on s'entraînait 8 fois par semaine. C'est-à-dire tous les après-midi de semaine, puis 3 matins par semaine à 5h30 du matin.
Fait qu'on passait, tu sais, puis tous les entraînements de 2 heures. Fait que, mettons, c'était en tout une 20aine d'heures d'entraînement, là, tu sais, intense. Puis quand tu dis ça aux gens, tu sais, samedi matin, alors je peux pas veiller vendredi soir, à 6 heures, j'étais en piscine le samedi matin. Tu sais, les gens en reviennent pas, tu sais. Puis comment tu fais, puis comment tu peux avoir la discipline. Puis c'est comme... premièrement, c'est un engrenage dans lequel, quand tu es dedans, finalement, puis quand tu le fais assez longtemps, ça devient la normalité. Te lever à 6 heures, peut-être que tu n'aurais pas dit hey, un jour, je vais me lever à 6 heures pour écrire, mais quand ça devient ta vie, ça devient de plus en plus facile de le faire, puis ça devient même un plaisir de le faire. Puis quand tu le fais, peut-être que justement, quand on se levait, puis ça, on l'a dit plusieurs fois ici, mais quand il n'y a pas un samedi matin, que c'était yes, je me lève à 5 heures le matin. Je m'en vais m'entraîner. Pendant 12 ans, pour moi, il n'y en a pas une fois. Sauf que... C'est un méchant sacrifice, effectivement. Sauf que quand tu prends le step back, tu sais, l'action de me lever le samedi matin pour aller faire ça, ça me tente pas nécessairement. Mais quand je prends le step back, je me dis, est-ce que j'aime la vie que je mène? Est-ce que je suis bien là-dedans? Est-ce que je suis heureux? Oui, tu sais, parce que ça m'amène tellement plus que le sacrifice de faire l'action le samedi matin. Absolument, absolument. Ben, puis c'est aussi l'idée de... Puis j'aimais le côté coureur de fond. C'est dans le temps, c'est que tu travailles fort pour une plus grande récompense. La récompense que tu vas te donner qui va vraiment te donner ta dopamine et tout, de sortir le samedi soir puis de gérer ton lendemain matin. C'est une vraie satisfaction qui est là, mais qui est peut-être moins durable et qui surtout reste quand même moins méritoire que de te préparer pour une compétition de natation ou de préparer un livre ou peu importe quel projet. Donc, et c'est aussi... Qu'est-ce qui reste à la fin? Si on fait lien avec l'idée des relations, j'ai l'impression que là, c'est la relation à soi-même. Qu'est-ce qui nous reste à la fin? C'est comment on aurait été en relation humaine avec les autres, puis c'est qu'est-ce qu'on a reconstruit comme entourage autour de nous, mais aussi comment est-ce qu'on va pouvoir se regarder soi-même au bout de la route puis dire est-ce que j'ai fait un peu ce que je voulais faire, est-ce que je me suis approché de ce que je voulais être, puis surtout est-ce que j'ai mis les efforts pour, c'est ça ultimement, parce que il n'y a rien de grand qui se fait sans effort, puis le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui. Donc, il faut que tu y mettes du temps, puis il faut que tu y mettes de l'effort, peu importe ce que tu veux faire. Tu drops ça comme si c'était juste une phrase de même qui le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui. Ça, c'est pas de moi, ça. Non, je sais, mais c'est comme dans une phrase bien normale. Ça s'appliquait bien. Mais c'est parce que c'est tellement vrai. Ouais. C'est tellement vrai. Moi, je suis un peu un obsédé des citations, puis dans la bête, je vais ça en blague. On l'a pas remarqué depuis le début. Je vais rire ça en blague parce que je fais toujours des mauvaises citations, sauf une fois par roman, qui est un hommage à quelqu'un dans chacun des romans. Mais ça me fait penser à un ami DJ avec qui j'ai fait du rap quand j'étais ado, puis ça, puis il était DJ. Puis un moment donné, je lui disais, ça te tente plus d'écrire, tu fais plus tes textes. Puis il dit, écoute, man, je connais tellement la musique, je sais tellement ce que j'ai comme disque puis comme chanson dans mes cases, que pour chaque émotion que je vis, pour chaque chose que j'ai envie d'exprimer, je peux prendre l'album ou la chanson, tu sais. Et moi, j'ai l'impression que je lis tellement, puis j'aime tellement retenir ce que j'ai, fait que je note des citations, j'en ai plein ma porte, mon babillard et tout, que souvent, dans une situation comme ça, il y a quelqu'un qui l'a dit mieux que moi. Ouais. Fait que je vais juste comme dropper la citation. Je vais juste dire. Puis voilà. En espérant qu'un jour, quelqu'un le fasse aussi avec mes phrases à moi. La puissance des citations. Là. Tantôt, quand tu parlais justement de la discipline pour te rapprocher de quelque chose, c'est une question que je vais te poser parce que toi, tu es un homme de plusieurs médiums. Autant la poésie que le roman, que le slam, que la musique. Toujours les mots. En fait, c'est pas la musique parce que moi, je compose pas. Ouais. J'ai fait un album, nouveau matériel où, bon, un peu je chante à peine sur un truc ou deux, des chansons où je rappe ou plus slam, spoken word. Mais j'écris aussi pour d'autres. Mais c'est un travail de parolier, c'est un travail d'écriture. Fait que oui, je donne l'impression de faire plein d'affaires, mais pas tant. J'écris. Tout ça, c'est ça. Tout ça, finalement, est dénominateur. Exact. Des fois, c'est moi qui le dis sur scène, à radio, peu importe. Parfois, c'est d'autres. Parfois, je le publie. Mais c'est vraiment l'écriture. Pour moi, c'est vraiment les mots qui sont à la base. Puis, je dirais que c'est l'étincelle que j'ai réussi à garder de mon enfance, cet émerveillement-là, quand j'ai réalisé qu'avec juste 26 lettres, tu pouvais
faire vivre des émotions à quelqu'un, tu pouvais influencer sa pensée, tu pouvais comprendre des concepts abstraits. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui relève un peu du sacré et de la magie dans l'écriture et la lecture. J'ai l'impression que c'est quelque chose de magique, mais on maîtrise tellement bien la technique qu'on oublie à quel point c'est puissant. Puis on va lire un texte, puis je trouve OK, comme si de rien n'était, mais hey, tu viens de saisir juste des petits symboles sur une feuille, puis tu t'es mis en contact avec la pensée de quelqu'un d'autre, avec l'esprit de quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est encore intense. Puis je suis vraiment en apprentissage là-dedans. J'ai l'impression que je suis vraiment pas au bout de ce que j'ai à découvrir avec l'écriture et la lecture, mais parfois je m'arrête puis je suis encore OK, wow, c'est génial. Puis ma fille aussi qui est en première année me ramène à ça, parce que quand elle écrit au son, puis des fois elle fait de la poésie sans s'en rendre compte. Wow, c'est magique les mots. Ouais. Fait que ce soit une chronique ou un poème ou un roman, finalement, c'est le même geste, là. C'est la même... Oui, c'est le même geste, mais pas avec la même intention, pas avec le même élan. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui... c'est pas dans la même zone du cerveau. Tantôt, je disais la poésie, pour moi, c'est plus viscéral. Puis, il y a plusieurs façons de faire la poésie. Moi, la façon que je la fais, ça reste quand même accessible. C'est pas très hermétique, mais c'est quand même une forme qui a un peu plus d'ambiguïté, qui est un peu plus dans l'émotion, dans le dire vrai, que le roman où, pour moi, c'est vraiment un jeu, la chronique où j'interpelle. Mais ça, j'en fais beaucoup moins. Il y a une fatigue au niveau de donner l'opinion. Là, je vais la mettre à travers mes livres. Puis, fait que je fais moins de chroniques d'opinion, mais à travers aussi le travail de parolier. Quand j'écris pour d'autres, des fois, j'écris des chansons sans trop savoir où ça va aller. Mais quand je le sais, c'est une expérience incroyable. Tu sais, écrire pour Florence K. ou Lustufo, par exemple. Tu sais, puis tu dis, OK, là, ça va être une grande voix, ça va être chanté pour vrai. Là. C'est pas moi qui va fredonner un refrain. Là. Tu sais, c'est quelqu'un qui va le pousser. C'est pas du tout la même écriture que pour un de mes textes à moi que je vais publier. Et d'ailleurs, je trouve qu'on sous-estime le travail des interprètes. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les interprètes, puis tant mieux pour les auteurs-compositeurs qui interprètent leur propre matériel, mais même celles et ceux qui interprètent le matériel des autres, c'est une forme d'art incroyable. Prendre un texte qui n'est pas le tien et te l'approprier, puis le faire vivre, puis le faire résonner autrement. Il y a toute une question de jeu là-dedans, de dévoilement de soi à travers l'intonation. Et moi, c'est un grand, grand plaisir quand j'offre un texte ou que quelqu'un me demande un texte puis qu'après, je l'entends vivre. Même, ça m'est arrivé de ne pas reconnaître mon texte parce que c'était pas l'intention. Par exemple, moi, l'écrivain, je l'entendais de façon très balade, très introspective. Puis là, finalement, c'est chanté de façon plus intense, puissante, épique à la limite. Là, je me dis, wow, OK, ben... ça marche. C'est drôle, ça. C'est autre chose. On remet pas en question la validité, mettons, artistique d'interprète de théâtre, mettons, d'acteur versus chanteur-interprète qu'on dit, il écrit pas vraiment ses tunes, c'est pas... Ah ouais, exact. Fait que c'est drôle qu'il y ait ces deux mesures-là. Exactement. Il n'y a personne qui va aller remettre en question le talent d'Emmanuel Schwartz, Anne-Marie Cadieux, peu importe, parce que ce sont de grands interprètes et qu'on reconnaît l'art qui se déploie peut-être aussi pendant une heure et demie. Il y a quelque chose dans la performance, alors qu'un interprète, souvent, on va le consommer par chanson. À moins d'aller le voir en spectacle et de l'aimer déjà, mais un interprète, bon là, tu as 3 minutes, t'as comme une petite capsule. Donc, parfois, ça va être évident que wow, OK, c'est évident que c'est puissant. On peut ne pas être fan de Céline Dion, mais quand elle se donne, OK, c'est Céline. C'est comme, elle est toute là. Alors que d'autres qu'on va entendre à la radio, parfois, on ne sera pas assez, je pense, attentif au jeu de l'interprétation. Puis c'est important. Absolument. Tu parlais tantôt, je voulais revenir là-dessus parce que c'est quelque chose que je voulais aborder avec toi, de revendiquer le droit à la fiction. Puis j'ai lu Ta mort à moi dernièrement, fin de semaine. Puis c'est très dernièrement. C'est très, très dernièrement. Puis ça, c'est la chose qui m'a fasciné dans le roman. C'est de prendre un code qui est super... commun de nos jours, c'est-à-dire la biographie, puis d'amener l'aspect fictionnel sans vraiment
sans l'exposer clairement ou juste en utilisant tous les codes qu'on connaît déjà, mais juste de faire quelque chose de complètement fictionnel, ancré dans le réel, puis de naviguer cette fine ligne-là, tu sais. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, puis j'avais l'impression, quand je lisais ton roman, de lire Limonov de Manuel Carrère. Wow, mais, malade. Je suis un gros fan d'Emmanuel Carrère. En fait, il apparaît dans ton roman, puis quand il est apparu, c'est là que j'ai fait... Ça doit être un hommage parce que j'imaginais un extraterrestre, mettons, qui arrive sur la planète, là, puis qui connaît pas l'histoire, tu sais, puis qui lit, mettons, Limonov et qui lit Ta mort à moi, puis possiblement qu'il a l'impression que Limonov est aussi réel que Marie-Maude, tu sais. Uh-huh. Puis cette espèce de navigage entre le réel puis la fiction, je trouve ça super... Je trouve ça vraiment intéressant d'un point de vue de lecteur, moi. Puis ça, c'est-tu quelque chose que toi, consciemment, mettons, tu disais que tu allais faire? Est-ce que c'est... Qu'est-ce qui est le processus créatif de faire ça, tu sais, d'ancrer une fiction dans le réel clair, là, tu sais? C'est le pur désir de jouer avec la forme. Puis je suis vraiment très heureux que ce soit ça que tu as retenu puis que tu soulignes, parce que pour moi, c'est la grande originalité de ce roman-là. 100%. C'est de proposer une fausse biographie, mais à un moment très précis. Dans le fond, c'est qu'on comprend que on a accès au manuscrit d'un biographe avec toutes ses notes, ses réflexions au moment où il va décider s'il publie ou pas. Puis on comprend pourquoi, est-ce qu'il veut publier ou pas, à quel point il est impliqué. Donc, c'était cette idée d'arriver avec un travail formel particulier au niveau de l'écriture, dans un moment particulier, et effectivement d'aller jouer avec les codes de la biographie. Ouais. Et il y a certaines personnes, d'ailleurs, qui m'ont dit, qui ont googlé Marie-Maude Pranèche-Lopez, voir si elle existait pour vrai. En fait, quand je me préparais pour l'entrevue, j'ai fait ça aussi. Puis là, j'ai vu qu'il y avait une liste de recherches préfaites, tu sais. Fait que dans le fond, que le monde cherchait sur Google. Fait que là, les mots-clés, c'était Marie-Maude biographie, Marie-Maude amant, Marie-Maude amoureux. Puis là, c'était quand il y avait tout ça. J'étais là, OK, le personnage a transcendé le livre, là, tu sais. Tu peux lui créer une fausse page Wikipédia, puis vraiment lui créer là, un faux Facebook, un faux Twitter. Pousser ça jusque-là, effectivement. Pour moi, tu sais, un peu comme par rapport aux séries ou au théâtre, peu importe, une fois que le roman est écrit, je veux le laisser vivre. Mais si quelqu'un a le projet, lancez-vous, je suis à l'aise avec ça. Mais oui, effectivement, ça serait oui. On vient de créer un boss, ça va s'emballer. Mais oui, c'était vraiment un travail au niveau de la forme. Puis Emmanuel Carrère, je trouve ça super intéressant, en fait, sa démarche. Lui, il a fait de la fiction, il a commencé, je pense, il a écrit 5 romans vraiment de fiction. Puis après, il est tombé dans des romans de non-fiction. Il s'inspire beaucoup de sa vie et où il se révèle beaucoup. Puis sa démarche est intéressante, elle m'interpelle. J'ai un projet un peu plus récit éventuellement. Je pense que je le fais à travers mon spectacle Au bout de ta langue, où je raconte vraiment plus mon rapport personnel à la littérature. Mais au niveau de l'écrit, moi, je suis encore plus intéressé par la fiction, même si parfois il faut jouer justement avec les limites, qu'est-ce qui appartient à la fiction, qu'est-ce qui appartient aux pensées du personnage, lesquelles sont les miennes. Et dans Ta mort à moi, il y a beaucoup des réflexions du biographe qui sont les miennes, entre autres celles sur la littérature, celles sur l'appropriation culturelle, cancel culture, tout ça. Mon biographe prend position. Parfois, je le pousse un peu loin pour faire réagir le lecteur, mais c'est quand même des réflexions que j'ai. Et c'est Houellebecq que j'aime bien aussi, qui disait de toutes les formes d'art, c'est par la littérature qu'on rentre le plus en contact avec l'artiste, parce qu'on a vraiment accès à sa pensée. Et je trouve que ça s'applique même en fiction, parce que, par exemple, La Bête, c'est pas moi, mais en lisant La Bête, tu comprends quel genre d'humour j'apprécie, tu comprends comment je structure même ma pensée au niveau syntaxique. Ça donne accès à un humain. Puis c'est une raison pour laquelle, moi, comme lecteur,
souvent, je vais lire tout un auteur, toute une autrice quand je les découvre. Puis l'idéal, c'est quand ils sont morts, parce que là, t'as pas besoin d'attendre qu'ils sortent le prochain livre. Une fois que tu tombes sur un auteur mort que t'aimes, ben là, tu peux le lire au complet en ordre chronologique. Sinon, il faut que tu pratiques ta patience. mais je trouve ça intéressant d'entrer en contact avec l'esprit d'un écrivain, d'une écrivaine. Et je respecte ceux qui ne se cachent pas, mais se placent derrière la fiction. Et je suis de ceux-là. Moi, il y a des bouts de moi que je révèle. J'ai un personnage public qui est médiatisé, mais je ne révèle pas tout. Puis, tu n'auras pas d'infos sur mes enfants. Il y a des choses que je protège. Mais parfois, je vais donner quand même des indices plus personnels, ou en tout cas, moi, je vais avoir l'impression de me révéler à travers des personnages fictifs, parfois par antithèse, parfois de façon frontale, mais c'est la force de la littérature aussi, de jouer sur cette ambiguïté-là, jusqu'où il pense ce qu'il écrit, à quel point ça peut être un monstre, à quel point Anne Hébert, romancière et poète d'une sensibilité incroyable, quand elle met en scène un meurtre en Gaspésie, à quel point c'est ses fantasmes ou ses craintes, à quelque part, tu n'en as aucune idée. Là, il y a une question que tu poses dans Ta mort à moi qui est la question... puis c'est un bon segue avec juste ce que tu viens de dire, la question de la mort de l'auteur. Puis une fois que l'œuvre est sortie de l'auteur, est-ce qu'on peut encore consommer l'œuvre en ne prenant pas compte de l'auteur, de la vie de l'auteur? Puis c'est une question qui, dernièrement, se pose dans plusieurs sphères artistiques. On a juste à penser à Woody Allen. Qu'est-ce qu'on fait avec son œuvre? Ben moi, le problème, en fait, c'est que ça se pose dans la sphère artistique. C'est ce que j'amenais dans le livre qui, je pense, était une réflexion... on le sent bien quand même. Intense, peut-être, mais originale quand même. Est-ce qu'on consomme quand même le recueil de Marie-Maude malgré... ce qu'on sait qu'elle est ou qu'elle a pu être. Mais de façon très, très concrète. En fait, moi où je suis dérangé, par exemple, par cancel culture et compagnie, moi, je suis d'accord qu'il y a des sentences judiciaires qui ont lieu. Je suis d'accord qu'il y a une opprobre publique aussi dans certains cas. Mais quand on décide de ne plus consommer l'œuvre d'un artiste, on est aussi en train de dire que l'art a une moindre valeur que tous les autres champs d'expertise dans la vie. Pythagore, même s'il était pédophile, son théorème célèbre fonctionne pareil. On va pas arrêter de l'utiliser. Si Le Corbusier est un agresseur, tu n'irais pas démolir ses bâtiments sous prétexte que c'est un architecte qu'on ne peut plus consommer. Écoute, moi, je suis convaincu que Michael Jackson, c'était un être ignoble dans certains de ses comportements puis qui était profondément dérangé. Mais d'un point de vue objectif, Beat It, c'est une bonne tune. Puis je peux décider... Je la chantais pas plus tard qu'hier avec ton... Deux morceaux Cook It à la maison, puis il a fait Cook It! Voilà. Mais je peux faire le choix de ne pas acheter l'œuvre, surtout d'un artiste vivant. Mais Michael, à la limite, tu vas priver sa descendance de ses droits, alors que, oui, il y avait un génie musical derrière. Et même la question se pose, c'est si la personne a commis des gestes inacceptables quelque part au milieu de sa carrière, est-ce qu'on peut consommer ses premières œuvres alors que c'est un humain acceptable ou il faut tout mettre au vidange? Et c'est vraiment ça l'idée, c'est est-ce que l'art a une réelle valeur objective? Pour moi, oui, il y a une valeur artistique comme il y a une valeur mathématique et on ne peut pas renier l'œuvre, on peut condamner l'artiste de plein de façons, condamner la personne, mais pour moi, il faut quand même laisser vivre les œuvres. Voilà. La question se pose quand même si l'artiste est encore vivant, comme tu mentionnes. Tu sais, admettons Louis C.K., si on écoute un de ses specials en ce moment qui a tourné avant de se faire dénoncer et tout, l'argent lui revient quand même. Ouais. Ben ça, c'est un choix qui, pour moi, appartient à chacun et que je peux tout à fait comprendre. Puis ça, c'est correct. Mais tu ne peux pas dire que Louis C.K. est un imbécile sans talent et qu'il n'y a aucune qualité et que toute sa vie doit être condamnée. Et moi, tu vois, je trouve que c'est vraiment ultra personnel comme question. Tu sais. Puis en fait, c'est est-ce que ce que tu sais sur l'auteur teinte ton appréciation de l'œuvre? Parce que si ça teinte ton appréciation au point que tu n'as plus de plaisir, ben tu sais... moi, tu vois exactement ce que tu as dit,
Puis tu l'amènes comme quelque chose d'absurde, mais n'empêche que moi, mettons, je suis capable, puis j'ai beaucoup de plaisir à écouter Jackson 5, mais j'ai plus de misère à écouter du Michael Jackson. Okay. Parce que tu sais parce que je sais qu'il est pu faire comme geste et ça te... Ouais, tu sais, mettons, j'entends une toune, j'ai pas, tu sais, je suis pas... ça me met pas hors de moi, sauf que ça teinte mon appréciation. Puis quand une toune joue, ben j'y pense, tu sais. J'y pense. Fait que j'ai moins le goût de me déhancher sous Beat It, là, tu sais, parce que... Mais ça, je suis absolument d'accord avec toi, puis je suis à l'aise, puis je peux le vivre avec certaines œuvres. On parlait de Woody Allen. Oui, effectivement, dernièrement, j'ai vu un film de Woody Allen, puis il y a de quoi qui me fatiguait tout le long. Mais... Dans le fond, moi, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas mettre aux oubliettes. On ne peut pas être sur un régime soviétique qui raye de l'agenda. Parce qu'on enlèverait bien les œuvres formatrices. Il faut reconnaître que ça a existé. Il faut reconnaître que là, il y avait un certain talent. Il faut reconnaître que ça a influencé aussi. On peut prendre Claude Jutras, on peut prendre plein de monde. Il y a des gens qui ont pu être absolument condamnables dans leurs actions, mais que leur œuvre artistique est significative quand même et elle a existé. On peut faire le choix de ne pas la consommer. Exact. Puis c'est correct. Puis à la limite, le mouvement est légitime. Moi, ce que je dis, c'est j'ai un malaise quand ça va trop loin et qu'on doit, à la limite, nier l'existence ou ne plus l'étudier, ne plus le regarder. Si j'étudie en cinéma, je devrais être exposé un moment donné à ce que Claude Jutras fait, puis je devrais aussi être informé des gestes qu'on lui reproche, puis après, je ferai mon choix. Est-ce que j'accepte d'être influencé ou pas par ça? Mais c'est la négation absolue, moi, qui me dérange. Moi, je suis d'accord avec ça. Puis justement, sous l'optique que c'est personnel, tu sais, puis de comment que moi je réagis à telle œuvre, sachant ça. Tu sais, moi, je pense qu'on peut tout à fait, comme individu, décider de ne plus consommer ci et ça, mais je pense pas qu'on peut l'imposer aux autres, qu'on peut l'imposer aux études universitaires, qu'on peut, tu sais, je pense pas que ce sentiment-là, qui est personnel, on devrait l'imposer comme une vérité, comme quelque chose de... Comme une règle. Comme une règle, c'est exactement. Ouais. C'est intéressant. C'est vraiment c'est une question... Tu disais tantôt que t'avais une fatigue face à l'opinion. Puis ça, j'imagine que tout le monde la ressent un peu, là, tu sais, l'espèce d'omniprésence. La fatigue de mon opinion. On est comme un peu tout le monde tanné de la fatigue de ton opinion. Mais, moi, personnellement, je suis tanné de l'opinion en général, puis de l'omniprésence de l'opinion de tous sur la place publique. Puis quand on parle d'un choix personnel comme celui-là, je trouve que il y a trop d'emphase sur l'opinion d'une personne ou de quelques personnes qui dictent un peu la façon de penser de quelqu'un qui se poserait pas la question profondément, mettons, là, tu sais. Puis est-ce que c'est quelque chose que toi... en fait, qu'est-ce qui est à la source de la fatigue de l'opinion que t'aimais? En fait, c'est les échos. Je pense que les opinions ont lieu d'être. Je pense que c'est bien qu'on les entende. Par contre, c'est que il y a une espèce d'onde qui se répercute longtemps pour tout ce qui est vécu de façon sociale, pour tout ce qui est partagé. C'est-à-dire que moi, j'aime avoir les opinions d'un côté puis de l'autre. Je suis un peu orphelin politique aussi. Parfois, je pense que je suis plutôt centre-gauche, mais je me suis déjà considéré pas mal plus à gauche que ça. Puis finalement, OK, là, je me reconnais moins là-dedans, mais je suis pas à droite non plus. Mais à droite, il n'y a pas juste des imbéciles. Puis historiquement, la gauche a eu de grandes errances. Puis il y a des erreurs qui se sont faites aussi. Donc, j'essaie vraiment de me faire une tête sur tout ce qui nous concerne comme société et de considérer les opinions à gauche et à droite. Par contre, et au centre. Par contre, ce qui se passe, c'est que des deux côtés, une fois que l'opinion est émise, ben là, il y a des radios parlées à temps plein qui vont reprendre ça, qui vont le remancher. Il y a de la nouvelle à temps plein qui va le remancher, qui va aller chercher du vox pop, qui va aller chercher des gens qui n'ont vraiment pas d'expertise, mais qui vont me crier encore, me répéter l'opinion d'un tel, après l'opinion de l'autre bord. Puis j'ai l'impression que
on n'a pas le temps de laisser mijoter, on n'a pas le temps de laisser s'enraciner ces informations-là et de se construire son opinion. On est toujours dans toi, qu'est-ce que t'en penses, toi, réagis. Réagis en 12 heures. Là, exactement, puis c'est pas 12 minutes. Puis si t'es pas avec nous, t'es contre nous. Mais en fait, c'est ce ton-là qui me dérange davantage. Puis l'espèce d'effet vraiment soutenu, en fait, d'être bombardé, puis à plein de niveaux, puis sur plein de sujets, puis des choses super importantes, des changements de fond de la société, que c'est correct que ce soit présent, mais présent tout le temps aussi intense, et parfois sur des choses insignifiantes ou des trucs qui me concernent pas, mais que là, écoute, le troisième lien de Québec là, qui arrête plus de popper dans mon fil d'actualité, tu sais, c'est comme, OK, on va prendre position, on va s'exprimer là-dessus, mais on va en revenir, tu sais. C'est le tramway, dernièrement. Là. C'est comme arrêtez de me parler. Faites-le ou faites-le pas. Là. Voilà. Rendu là, j'en ai plus rien à crisser. Là. Exact. Mais c'est ça, c'est l'impression qu'on n'en revient pas de rien. C'est qu'à un moment donné, il faut accepter. Puis parfois, même si c'est inconfortable, puis il y a des changements sociaux peut-être avec lesquels je suis moins à l'aise, mais OK, on est rendu là, puis c'est correct. Puis je vais embarquer, mais... Faut pas trop tirer sa carotte un moment donné, de forcer d'un bord comme de l'autre. Puis là, j'ai l'impression que plutôt qu'être dans des débats d'idées, plutôt qu'être dans de l'information, plutôt qu'être dans des reportages de fond, on est dans marteler son opinion le plus possible sur le plus de plateformes possible pour essayer d'influencer. Et j'ai l'impression que comme citoyen, moi, ça crée une tension perpétuelle. Puis j'ai juste envie que Charles Tisser ramasse ça ou que quelqu'un me dise « OK, regarde, on va y aller au fond de la patente, là, on va t'en jaser pendant 2 heures, puis après, t'en penseras ce que tu voudras. » Plutôt que, effectivement, on parlait du téléphone, d'être interpellé, bien plutôt que d'être un peu épuisé, d'avoir un ami qui est complètement braqué d'un côté, puis un ami qui est complètement braqué de l'autre, puis qui me bombarde de statuts. Puis, fait que c'est plus là, la fatigue, c'est une soif d'information et de reportage de fond versus l'opinion répétée, martelée. Puis tu sais, de par leur nature, une opinion, tu sais, du moment que tu la prononces, c'est automatiquement un terrain glissant parce que tu sais, t'as forcément toujours quelqu'un qui a une opinion en désaccord ou contraire à la tienne, tu sais. Puis j'ai l'impression qu'on a beaucoup de difficultés, de plus en plus de difficultés à entendre puis à débattre avec des opinions qui sont différentes de la nôtre, là, tu sais. Puis fait qu'au lieu que la réponse ou au lieu que la discussion soit de bonne foi puis qu'on essaie de discuter pour essayer qu'il émerge la vérité, c'est comme, ben, t'as dit une opinion avec laquelle je suis pas d'accord, ben fuck you, puis là ça fait juste escalader, puis finalement on n'est pas en train d'avancer ou de régler rien, on est en train de comme s'enfoncer finalement. Ben, c'est la différence entre un combat puis un débat, tu sais. Puis j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus en mode combat qu'en mode débat en ce moment, puis que les médiums qu'on utilise encouragent ça aussi, tu sais, puis que ça fait du clic, ça fait réagir. Puis aussi, il faut le dire, au Québec, on a moins la culture du débat qu'en Europe, par exemple. Alors que c'est hyper intéressant. Puis moi, j'aime qu'on me fasse changer d'idée par moment. Puis je peux être tête de cochon, puis je peux être ostineux. Puis des fois, mon opinion aussi, je vais m'emporter, puis je vais tenir. Mais quand la réflexion est amenée de façon un peu... documenté pour citer ton livre. Documenté ou en tout cas au-delà de l'émotion. C'est ça, j'ai l'impression qu'il faut parfois sortir de l'émotif puis rendre ces lettres de noblesse non seulement à la science, et la sociologie est une science, la psychologie aussi, et essayer d'aller creuser un peu plus loin justement que de la spontanéité, de l'émotion, de la prise de parti et du combat. Absolument, parce que justement, dans plein de ces combats-là, finalement, la vérité est mesurable, est quantifiable et objective. Là, fait qu'on finalement, on débat d'idées, on s'engueule sur des idées quand en réalité, il existe à quelque part une réponse à ça. Là, qu'on pourrait par la science ou par différentes méthodes accéder. T'sais. Le dernier mot est souvent un chiffre. Voilà. Quand tu arrives à aller chercher l'information précise, parce que c'est ça aussi, c'est facile de dire on est envahi d'immigrants ou le recul du français, ça n'existe pas, ou peu importe. Puis, faisons l'étude, puis regardons-le objectivement, c'est quoi le constat. T'sais. Exact. Puis déjà, juste apprendre
les façons d'aller chercher, c'est quoi la méthodologie scientifique aussi des statistiques, parce que parfois, on va utiliser des chiffres pour nourrir l'émotion, nourrir l'opinion. Voilà, il y a vraiment quelque chose de particulier, je pense, à notre époque, mais on va apprendre. Moi, je suis assez confiant qu'on va réagir comme société à l'échelle même planétaire, puis qu'on va retrouver un équilibre un moment donné entre la discussion, le débat et la science. Parce qu'en ce moment, tout le monde, j'ai l'impression que ma fatigue, pas tout le monde, mais ma fatigue est partagée par beaucoup de gens. Donc, il va falloir retourner dans des modes plus efficaces de communication. On se reconnaît, en tout cas, je vais parler pour moi, mais je me reconnais vraiment dans ta fatigue aussi. Génial. Je me rappelle pas qui disait ça, mais que tout artiste doit être engagé. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel... Non, il y en a beaucoup au chômage. Ils ne sont pas tous engagés. Il y en a plus que moi au chômage. En ce moment, ils ne sont pas tous engagés. Mais ça, c'est-tu quelque chose, mettons, l'art juste qui peut exister à l'extérieur de la société, c'est-tu quelque chose que toi, auquel tu crois? Absolument. Ouais. Oh, oui. Moi, je suis souvent engagé. Je pense que mon parcours de travailleur social, il joue pour beaucoup. On m'interpelle parfois pour des causes auxquelles je crois. Donc, je me retrouve forcément un peu avec la casquette engagée. Mais je fais aussi des œuvres qui ne le sont pas ou qui n'ont pas cette fonction première. Ouais. D'ailleurs, j'y tiens, les romans, c'est pas des vignettes cliniques de travailleur social. C'est une œuvre de romancier. Puis si à travers, il y a des questions sociales qui émergent, qui viennent te questionner, tant mieux. Mais la fonction première, c'est être une œuvre d'art. Et l'art se suffit. L'art suffit parfois, justement, au-delà du message. Moi, je suis très heureux quand je vais au musée puis qu'une œuvre abstraite vient me choquer ou me faire ressentir quelque chose d'un peu plus subtil que l'émerveillement ou la révolte. Donc, l'expérience humaine par l'art est suffisante. Et s'il y a un message derrière qui transforme ma pensée, qui me permet de changer la société, tant mieux. Mais non, l'artiste n'a pas à être engagé à tout prix. Non. Voilà. C'est super, c'est fascinant. Je parlerai encore des heures. J'en reviendrai. Des heures avec toi. C'est maintenant que je sais où vous vous cachez, c'est quand vous voulez. Avant de te laisser partir, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Qu'est-ce que les gens peuvent faire pour te suivre, pour t'encourager? C'est quoi les projets sur lesquels tu travailles présentement? Moi, j'ai envie, si ce n'est fait, d'être curieux par rapport à l'album, le nouveau matériel, parce que c'est vraiment mon gros projet des dernières années. Ça fait 3 ans qu'on travaille là-dessus, coproduit, co-réalisé avec Manu Militari, plein de belles collaborations, Ariane Moffat ou Jean Cormier, ça a été Florence Colus-Dufault, en tout cas, je pourrais, Alex McMahon, là, je m'arrête. Mais l'idée, c'est pas tant de nommer de grands artistes que de dire, non seulement ça, c'est des amis, mais j'ai fait un travail d'équipe là-dessus. Je me suis associé à des gens que j'apprécie, à des gens de grand talent, et je suis vraiment fier du résultat. Je pense que j'ai mis plusieurs de mes meilleurs textes des dernières années sur ce projet-là, et j'ai envie que ça résonne, que les gens l'écoutent de façon très intime. J'ai envie de le déposer dans les oreilles. Je ferai pas de spectacle avec cet album-là. C'est vraiment juste un projet studio. Donc, c'est le gros morceau là, qui est sur la table en ce moment. Puis sinon, ce qui s'en vient, je reprends la tournée avec Au bout de ta langue. Il me restait 1 an de tournée. Donc là, on a redéplacé les spectacles. Fait que je vais me promener un peu avec ça dans l'année qui vient. Puis sinon, un livre jeunesse sur la séparation qui va sortir au mois d'avril. Il s'appelle La réparation de mes parents. Et voilà, je pense que c'est pas mal ça qui s'attend. Est-ce que... je repars sur une autre question, une dernière question pour toi. Est-ce que, parce que clairement, ton passé de travailleur social nourrit ton œuvre, en fait. Là. Puis est-ce que tu veux continuer à agir comme travailleur social pour continuer à, sur le terrain, rencontrer des gens? Je le fais plus depuis 5 ans déjà, que je suis vraiment artiste à temps plein. Est-ce que tu sens que c'est quelque chose qui te manque?
Non, parce que je le fais quand même. Tu sais, quand je vais rencontrer des détenus ou des gens qui ont des troubles de santé mentale, des organismes communautaires, peu importe. Des madames sur le coin de la rue. Aussi, exact, ici dans le quartier, dans Saint-Henri. Mais il y a quand même du travail social à travers ça, j'ai l'impression. Je raisonne autrement. C'est le lien direct 1 à 1 dans le bureau, le côté clinique peut me manquer par moment, mais pas tellement, parce qu'à la base, je voulais être artiste. J'ai fait un beau détour par le travail social, puis ça nourrit mon œuvre. Mais non, tu sais, je voulais être écrivain à 8 ans, puis je suis heureux de l'être à 40. Fait que j'ai pas envie de changer ça. Mais j'ai l'impression que c'était le détour parfait pour moi, tu sais, pour trouver ma couleur comme artiste, puis venir un peu concrétiser ma vision du monde et pouvoir la mettre en mots après. Donc, non, je te dirais, je suis pas mal sur mon X en ce moment. J'espère rester les pieds dessus le plus longtemps possible. Ouais. On te le souhaite. Merci beaucoup, les gars. C'était vraiment une belle rencontre. C'était le fun. Merci à la technique, Nicole. Merci, Nicole. Bien, les gars. Merci beaucoup. À bientôt. Bye-bye. Bye.